Également sur Espace TV, nous sommes en direct. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, évidemment, le président de l'UFDG. Quand on sait notre invité avec lui, nous allons débattre. Évidemment, il faut le rappeler, la Guinée en route pour renouveler donc son Parlement, dont le mandat a expiré voici un peu plus d'un an. La CENI, l'organe en charge des élections dans le pays, annonce pouvoir organiser donc les élections législatives à la date du 28 décembre 2019. Toutefois, le chronogramme devant conduire donc à cette échéance électorale à fort enjeu politique, il faut le dire, est à la fois contesté de l'intérieur de l'institution électorale et au sein de la classe politique. Au même moment, l'attention reste focalisée évidemment sur le débat relatif à une nouvelle constitution. À ce propos donc, justement, les consultations nationales instruites par le chef de l'État viennent de se tenir sous l'égide donc du Premier ministre, mais à l'absence évidemment des ténors, d'une frange importante en tout cas, d'acteurs politiques de la société civile, réunis donc au sein du FNDC, opposés à toute idée de changement de constitutionnel donc susceptible d'ouvrir la voie à un mandat de plus donc pour l'actuel locataire de Sékou Touré. Quelle question ce matin? Il a envie de comprendre. Les législatives donc du 28 décembre, est-ce une date tenable et réaliste? Pose la question ce matin Titi. Pourquoi donc avoir boudé les consultations nationales? Comment lui et ses pairs du FNDC comptent-ils arrêter donc le projet d'une nouvelle constitution chère au camp présidentiel? Le président Cellou Dalein Diallo est avec nous ce matin chez les grandes gueules, mon cher Titi. Bonjour Monsieur le Président. Merci d'accepter notre invitation. Ces derniers temps, vous avez beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Vous n'êtes pas resté longtemps au pays. Alors que il y a effectivement les grandes manœuvres politiques ont déjà commencé. À quelques mois ou à quelques semaines donc des élections législatives fixées au 29 décembre 2019, quel est le bulletin de santé de l'UFDG à date? Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait courir tant? Et là, c'est le Dalein Diallo. Je commencerai par cette dernière question. Je voyage beaucoup, certes, ces derniers temps, mais c'est en raison de mes obligations internationales. Je tiens à vous rappeler que je suis vice-président exécutif de l'Internationale libérale et que dans ce cadre, j'effectue des missions de cette grande organisation qui a des partis politiques membres dans tous les pays du monde. Ouais. Et je réponds aussi à des invitations qui me sont adressées par certains partis membres de cette organisation. Okay. En outre, il ne faut pas perdre de vue, j'ai 40 fédérations à l'étranger. Ces fédérations regorgent de militants et très souvent, je suis invité par les fédérations pour prendre contact avec mes militants de la diaspora. Donc, je réponds à certaines invitations des fédérations UFDG de l'extérieur. Ouais. Je suis aussi souvent invité à des conférences en tant qu'expert, comme la Fondation Mo Ibrahim, comme le ALDEPAC, dont j'ai été coprésident, je ne le suis plus. Mais souvent, on organise des conférences sur la zone de libre-échange international, sur l'intégration monétaire, sur les questions de politique monétaire. Je suis dans un certain nombre de groupes de réflexion, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et je suis souvent invité. Donc ça n'a rien de stratégique? Par rapport à quoi? Par rapport à par rapport aux enjeux, par rapport aux enjeux électoraux en Guinée. Oui, lorsque je réponds aux invitations d'une fédération, les fédérations, par exemple, UFDG des États-Unis, je viens et souvent ils m'invitent, ils m'envoient le billet, ils me demandent de venir parler avec les militants. Justement, vous avez vu récemment du côté des États-Unis. C'est pour continuer à construire, à renforcer votre réseau à l'international et un peu partout à travers l'Europe, les États-Unis. Bien entendu, j'ai un carnet d'adresses qui est bien fourni en raison des responsabilités que j'ai occupées dans ce pays. J'ai été Premier ministre et lorsque je l'étais, c'est moi qui représentais le président de la République de partout dans les institutions internationales. J'étais au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, de la ZMAO, de l'Union africaine, de la conférence islamique, des Nations Unies. Oui. J'étais celui-là qui représentait le président de la République, qui ne voyageait pas. Et au cours de ces contacts, naturellement, j'ai des bonnes relations qui me permettent, par exemple, d'avoir des rencontres à des niveaux les plus élevés. Votre position de chef de file de l'opposition guinéenne n'a fait que renforcer votre carnet d'adresses. Alors, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses lorsque vous allez, par exemple, assister à des conférences liées à toute la thématique que vous venez de brosser? Est-ce que vous profitez pour introduire certains enjeux politiques pour discuter avec les acteurs majeurs sur le continent africain et à l'international de la situation de notre pays? Bien entendu. Lorsque je suis arrivé... Et qu'est-ce qu'ils vous disent souvent?
écoutez, attends, d'abord, lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour répondre à l'invitation. 2 en 1. Oui, pour répondre à l'invitation des fédérations IFDG, j'en ai profité pour prendre des rendez-vous au niveau les plus élevés. C'est ainsi que j'ai rencontré la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des questions politiques et de la paix, Madame Rosemary. J'ai rencontré le secrétaire d'État chargé des affaires africaines. J'ai rencontré 3 ou 4 congressmen. J'ai rencontré des think tanks, des fondations qui s'occupent de liberté et de démocratie. Et naturellement, j'ai délivré le message de l'opposition guinéenne, de l'UFDG, de l'opposition et parfois du FNDC. Parce que c'est l'actualité, pour expliquer quelles étaient les préoccupations des Guinéens à l'heure qu'il est, face notamment à cette velléité dont on parlait tout à l'heure de M. Alpha Condé. Et quel est leur avis en général sur la situation? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez, je suis tenu aussi par des obligations de réserve, parce que c'est des États qui ont la possibilité d'exprimer leur point de vue, ce qu'a fait d'ailleurs le secrétaire d'État américain à l'occasion de la visite de M. Alpha Condé. Mais ce n'est pas moi qui dois rendre compte de leur point de vue. On échange, je leur explique les préoccupations des Guinéens, je leur explique les problèmes posés. Mais ils vous disent jamais qu'ils sont ils me le disent. Ils me le disent. Ils me disent, mais c'est pas à moi de rendre public ce qu'ils ont dit. Et quels sont vos espoirs lorsque vous leur expliquez, vous leur parlez de la Guinée, de l'actualité, de tout ce qui se prépare ici? À quoi vous vous attendez? D'abord, il faut savoir, nous sommes dans un monde globalisé. Nous ne comptons pas sur les Guinéens prendre les responsabilités pour défendre la démocratie, pour défendre la Constitution. Mais il est important qu'avec les pays, que les pays avec lesquels on développe une coopération étroite, qu'ils soient informés. D'autant plus qu'ils financent non seulement notre développement, mais ils financent aussi la démocratie et les élections. Il est important qu'ils sachent comment les choses se passent, qu'ils aient notre lecture des problèmes. Ils ont parfois des représentants, des ambassadeurs qui font des rapports, mais lorsque, en tant que chef de file, en tant que membre du FNDC, en tant que président de l'UFDG, je leur explique de vive voix ce que nous ressentons et ce que nous envisageons de faire, parfois ça porte. Et j'ai senti, par exemple, que lors de cette tournée aux États-Unis, et que les gens avaient compris et que nous partagions les mêmes préoccupations, et puisque nous partageons souvent les mêmes valeurs de démocratie et de protection des droits humains, par exemple. Bien. Le président c'est le président Seloudal Diallo, pardon, notre invité ce matin. Il n'a pas répondu à la question sur l'UFDG. Aujourd'hui, il pense à son parent. Les grandes gueules. Quel est le moral des troupes au sein de l'UFDG? Est-ce que c'est une formation politique plus que jamais galvanisée, plus que jamais mobilisée en tout cas, et en ordre de bataille pour faire face aux grands enjeux politiques qui attendent notre pays? Vous savez, nous sommes sortis des élections locales qui ne sont pas terminées. Comme M. Alpha Condé aime le désordre, et naturellement, il commence les élections législatives sans avoir terminé les élections locales. Et je répète, qu'on a toujours fonctionné ici avec l'agenda caché de M. Alpha Condé, jamais avec la loi. Par exemple, si c'est la loi, il fallait terminer les élections locales. Il y avait 3 dimensions. Vous le savez, les quartiers, les régions, les conseils régionaux n'ont pas été installés. Vous n'avez pas été piégé quelque part? Non. Non, quand on se réfère un petit peu à ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Position. Non, je ne prends pas du tout position, Monsieur le Président. Je pose des questions. N'avez-vous pas, vous, été piégé quelque part? Lorsque quelqu'un qui a à sa disposition les forces de défense et de sécurité, qui a infouédé la justice, qui a caporalisé la CENI, décide je ne fais pas ça, ils installent des péages, je n'applique pas la loi. Est-ce que vous pensez que c'est un piège? Non, c'est le pays qui est piégé. C'est pas moi, c'est la démocratie qui est piégée. Nous avons des lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale. Le président a prêté serment de les respecter, de les faire respecter. Lorsqu'il trouve que l'intérêt de son parti n'y est pas, il refuse d'appliquer la loi. C'est la Guinée qui est en otage, c'est pas l'UFDG. Nous avons toujours essayé de respecter la loi. Mais malheureusement, le pouvoir ne respecte pas la loi. Lorsqu'il viole à plusieurs reprises la loi, nous manifestons pour exiger le respect de la loi. On nous demande de venir au dialogue pour discuter des modalités de faire respecter la loi. Alors, on se met d'accord sur un accord et le président de la République décide de ne pas appliquer la loi. C'est dans ce sens, justement, je pose la question. Non, mais ce n'est pas moi qui suis piégé, c'est la Guinée qui est piégée. Si vous avez un dirigeant qui n'a pas à cœur de respecter son serment, parce qu'il a prêté serment sur cette constitution, en jurant de la faire respecter et de respecter la loi de la République, s'il fait le parjure en permanence de refuser de respecter cette loi, ce n'est pas l'UFDG qui est piégé ou c'est le Dalin, c'est le pays qui est piégé. Parce que
La loi est faite pour... Vous êtes d'accord avec moi que le pays est piégé, que vous êtes piégé? Vous êtes piégé. Monsieur, vous tous, nous sommes piégés. Alors peut-être que cette question de Lamine aura tout son sens quand il parle de piège par rapport à toutes les décisions qui ont été prises par l'opposition en accord avec le pouvoir quand on parlera plus des questions électorales. Mais déjà, on vous reçoit dans ce studio dans un contexte marqué par la célébration du 28 septembre. C'était, je crois, samedi. C'est 2 dates désormais en Guinée et on est en 2019, 10 ans après les massacres. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez espoir qu'un jour les Guinéens seront switchés? Mais d'abord, le 28 septembre 1958. Le 28 septembre 1958, notre peuple s'est mobilisé. Il faut rappeler que tous les partis politiques qui existaient en Guinée se sont retrouvés pour décider d'aller à l'indépendance et de voter non. À la communauté proposée par le général de Gaulle. C'est un acte fort où la Guinée s'est rassemblée pour poser un acte historique. Et nous sommes allés à l'indépendance. Il faut en être fier, il faut s'en féliciter. Le 28 septembre a été une date qui a déclenché le processus de décolonisation de l'Afrique. Est-ce que si vous devenez président, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, vous ferez de ces dates des jours inoubliables dans la célébration? Oui, il y avait un choix à faire. Bon, je pense qu'à un moment donné, les autorités ont choisi de fêter le 2 octobre, la date de la proclamation. Le vote a eu lieu le 28 et l'indépendance de la Guinée a été proclamée le 2 octobre. On peut fêter les 2 dates, mais elles sont si proches que moi je pense que c'est plus économique peut-être de fêter l'une d'entre elles. Est-ce que c'est le 28 septembre? Est-ce que c'est le 2 octobre? Mais je pense que c'est dans le même esprit, c'est pour le même événement qu'on est en train de fêter, c'est l'indépendance de la Guinée. Le jour du vote ou le jour de la proclamation? Non, là n'est pas ma question. Ma question, c'est l'intérêt que vous allez porter à la date, que ce soit le 2 octobre ou le 28 septembre. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est comme si cette date ne dise pas grand-chose. Par exemple, à Kindia, il n'y a pas eu fête parce que les chantiers ne sont pas terminés. Donc, notre fête est désormais assujettie aux chantiers que nous pouvons réaliser à l'intérieur du pays. Sa question, c'était de savoir, j'ai mal compris, si c'est le 28 ou le 2. Moi, je pense que on peut associer ces deux événements. Faire la fête le 2 octobre, comme on le fait maintenant, mais rappeler toujours que le vote a eu lieu le 28 septembre. Et que c'est le résultat de ce vote qui a conduit à l'indépendance qui a été proclamée le 2 octobre. Et maintenant, sa question, c'était aussi de savoir si vous, une fois au pouvoir, vous n'allez pas, si vous voulez donner ces sentiments-là au peuple, d'oublier et accorder beaucoup plus d'intérêt à cette date. Que ce soit le 28 ou le 2 octobre. Oui, non, il est important d'accorder une importance à l'indépendance, à cette date de l'indépendance. Je pense qu'il faut fêter de manière grandiose le 2 octobre. Nous avons pris notre responsabilité en tant que peuple. Nous avons décidé de choisir l'indépendance puisqu'on avait la possibilité de choisir. Nous l'avons choisi et je pense que c'est un acte historique qui mérite d'être naturellement fêté. Maintenant, le 28 septembre 2009, des années après, est-ce que vous avez aujourd'hui espoir qu'on est en train d'aller vers ce procès? Oui, j'ai fini par être sceptique parce qu'il y a longtemps, il y a quand même 10 ans, des gens ont été morts, on a assisté à des scènes d'insultement, de viols, d'assassinats publics. Si jusqu'à présent, nous n'avons pas pu prendre les dispositions pour que le procès ait lieu, je pense que c'est un retard qui ne peut pas s'expliquer. Parce qu'il faut tourner cette page rapidement et aller vers une réconciliation nationale. C'est une priorité dans ce pays. Compte tenu de toutes les violences qu'on a enregistrées dans ce pays, lorsqu'il y a des actes comme ça, des crimes comme ça, qui sont commis de plein jour, il faut que la nation tout entière trouve le moyen de considérer que c'était des crimes qui méritent d'être flétris et qui méritent d'être condamnés. Le fait qu'il n'y ait pas de date 10 ans après, vous avez suivi les sorties du ministre de la Justice, mais aussi celle du Premier ministre, qui a même évoqué que les charniers des événements de 85 et de 2007 sont en train d'être révisités en ce moment avec la coopération des Nations Unies. Le fait qu'il n'y ait pas de date, comment vous entrevoyez la suite de ces événements? Est-ce que vous pensez que les autorités n'ont aucune volonté, en tout cas de ce gouvernement, de cette gouvernance, n'ont aucune volonté d'organiser ce procès au moment où Alpha Condé sera toujours au pouvoir? Je pense qu'il y a un manque de volonté politique d'aller à des procès. Peut-être pour des raisons obscures, des raisons politiciennes. Sinon, je ne vois pas s'il y avait la volonté politique d'aller de l'avant.
qu'on soit encore à ce stade. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique de la part d'Alpha Condé. Puisque de toute façon... Cela s'expliquerait par quoi? Écoutez, il faut poser des hypothèses. Je ne sais pas quelle est la plus plausible, mais ce qui est sûr, c'est que soit il ne veut pas se mettre à dos des officiers, ou en tout cas pour des questions politiques. Sinon, on aurait pu faire ce procès et essayer maintenant de s'atteler à la réconciliation nationale. Parce que ce pays est fortement divisé, justement par ces crimes commis ici et là. Mais il faut séparer. Il faut séparer les problèmes du 28 septembre. Il ne faut pas faire l'amalgame. Le problème du 28 septembre, les autorités de ce pays ont demandé que les Nations Unies envoient une commission d'enquête. Ouais. Cette commission d'enquête est venue travailler, établir un rapport, qualifier les crimes, vraiment faire une bonne partie du travail. Il restait aux juridictions guinéennes de continuer ce travail, d'ouvrir le procès et d'établir au moins que c'était des crimes, confirmer les crimes, c'était des crimes contre l'humanité pour que ça ne se répète plus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que X, Y soit en prison, mais il faut qu'ensemble, les Guinéens se mettent d'accord que c'était des crimes, c'était des traitements dégradants, c'était des traitements inhumains qui ont été commis ce jour-là et que ça fait honte à toute la Guinée et surtout à leurs autres. Vous avez affirmé sur un média de la place que la plupart des victimes de ce massacre étaient de votre parti, étaient vos militants. C'est une déclaration qui a été mal comprise dans l'opinion. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Et deuxièmement, le Premier ministre a annoncé que les victimes vont être indemnisées à la suite de vous autres qui avez été au stade. Vous êtes 3 anciens premiers ministres. Vous avez reçu de la part de l'État chacun 2 milliards de francs guinéens. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement de se dire finalement, puisque 3 victimes politiques ont déjà été indemnisées, il faut en faire de même pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement? Écoutez, il faut d'abord replacer cette indemnisation dans ce cadre. Moi, je n'ai jamais évalué ce que j'ai perdu. Il n'y a personne qui a subi autant que moi. On dit que j'aime me victimiser, mais c'était France 24, était dans ma cour, on a vu les dégâts. Parce qu'après le stade, à 14h, les gens ont quitté, alors que moi, j'étais dans le coma. Vers la clinique, ils sont venus à la maison. Ils ont trouvé là-bas, à Aliou Condé, beaucoup de cadres. Ils sont accourus, ils sont tous sortis de la maison, ils sont allés ils ont pillé systématiquement avec des camions. La nuit, à 3h du matin, tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils ont cassé les armoires, cassé les lits, tiré sur les tôles, ils ont tout emporté. Même pas une cravate. Ça, c'était connu. Le lendemain, toute la presse est là, y compris France 24. Je n'ai jamais rien réclamé. Alors que j'étais en tournée à l'intérieur, on me dit qu'un montant est arrivé sur mon compte. Que les 3 premiers ministres dont les domiciles avaient été visités à l'issue des événements du stade pour les biens perdus qu'on avait fait des indemnisations. Parce qu'ils étaient... Vous n'avez jamais fait une demande? Jamais, je n'ai jamais fait de devis, je n'ai jamais fait de demande. J'ai trouvé, j'étais à l'intérieur, j'arrive, on me dit que l'argent a son compte. Ça m'a embarrassé parce que j'ai lancé un appel à tous les militants de l'UFDG. Ça vous a embarrassé? Oui, ça m'a embarrassé. Vous aurez pu refuser. Attendez, je vais laisser-moi finir. Attendez, laissez-moi finir. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. J'étais embarrassé, je me suis demandé comment faire. D'abord, tous les véhicules qui étaient à la maison, il y en a beaucoup qui ont garé chez moi. Et les motos, j'ai remboursé tout le monde sur ce montant. Ceux qui avaient les motos dont on connaissait naturellement les adresses. C'était des militants et des responsables du parti. Il y avait des Mercedes d'occasion, bien sûr. J'ai dit, pour chaque Mercedes, il fallait lui donner 30 millions. Pour les motards, il fallait donner, ceux qui avaient des motos, il fallait leur donner 5 millions. Ce travail a été fait. Le reste, j'ai remis une bonne partie de l'argent à Madame Hawa Dramé, qui a une fondation Fitima. J'ai dit, utilisez ça pour aider les gens en difficulté, les victimes du 28 septembre. La dame est là, elle a sa fondation, elle est là. C'est ce que je fais, c'est à mon âme et conscience. Je n'ai pas consulté les gens, mais ça a été utilisé pour des victimes du 28 septembre. Madame Hawa Dramé est là, elle a une fondation qui s'appelle Fitima, vous pouvez l'inviter et l'interroger. Mais à l'époque, peut-être que, on va dire, c'est à l'État de décider. Mais est-ce que si vous aviez porté, n'est-ce pas, cette revendication pour permettre justement à ces victimes d'être indemnisées... Il ne l'a jamais fait, il l'a dit. Oui, il ne l'a pas fait. Vous faites, j'ai dit, s'il l'avait fait, est-ce qu'il y aurait eu aujourd'hui ces doutes-là? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les victimes elles-mêmes qui demandent à être indemnisées et l'État répond. Oui, attendez, il y a 2 choses. Moi, je suis sorti de la Guinée dans les conditions que vous savez. Exfiltré, difficilement. Le président Wade a fait un comité de crise
au palais de la présidence à Sénégal, toute la nuit. Saïd Zinit était là, l'ambassadeur de France à Dakar était là, celui des États-Unis était là. Négocier avec la junte pour qu'on puisse me laisser sortir. Parce que ma clinique dans laquelle était entourée, et lorsqu'on a eu la place au niveau d'Air France pour m'évacuer, Dr Mariga Ibri ferait les formalités, on a confisqué mes documents et on l'a arrêté. Il a fallu le libérer après pour dire que je ne suis pas autorisé. Ça, c'était en 2009, monsieur le président. 2009, attends. Mais la suite des événements. Oui, attends, la suite des événements, je ne suis rentré en Guinée qu'en mars 2010. Parce que j'étais en traitement à Paris. Ce qu'on vous reproche, c'est que jusque-là, au cours des 10 dernières années, c'est les victimes elles-mêmes qui mènent ce combat. Oui, jusqu'à ce que la dernière fois, leurs avocats demandent à ceux qu'on continue l'indemnisation. Ce discours-là n'est pas venu de vous, les leaders. Oui, c'est de cela il est question. Oui, bon, peut-être. Parce qu'on est venu, moi je suis rentré, c'était déjà la campagne. Je suis rentré en 2010. De septembre 2009 jusqu'à mars 2010, j'étais en traitement à Paris. Parce que ce que Jacques je suis venu, la campagne avait commencé et puis on est rentré dans cette campagne. La question de Jacques a tout son pesant d'or parce que jusqu'aujourd'hui, les victimes du 28 septembre sont dans la position que les leaders ont oublié la question de leur indemnisation, donc ont un peu mis aux oubliettes leur combat, le combat lié à elles. Dans les associations des victimes que j'ai soutenues, même avec ce montant, pas des sommes importantes lorsqu'ils avaient des manifestations, je faisais des chèques pour les aider, mais c'était à l'association dont moi-même je suis membre de faire cette revendication au niveau de l'État. D'abord, le procès était toujours imminent. Il n'a jamais eu lieu. C'est dans les procès qu'on aurait, pour moi, évalué les préjudices subis, condamné les auteurs et puis décider d'indemniser les victimes. Pour moi, dès lors que le problème était au niveau de la justice, avec un rapport détaillé sur les présumés responsables et sur une partie des victimes, je pensais que c'est à la justice que de le faire et que c'était en cours et cette décision, ce procès allait être imminent, puisqu'on l'annonçait tous les jours. Voilà. Le président Cellou Dalein Diallo, notre invité ce matin chez les GG. On marque une pause, on reviendra évidemment, on va évoquer d'autres sujets d'actualité. Les GG continuent. Radio Espace Guinée, dans sa quête de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.